Bien, commençons du coup cette séance d'aujourd'hui. Donc il nous reste deux séances ensemble, celle d'aujourd'hui, celle de la semaine prochaine. Et dans les deux séances, ce qu'on va faire, c'est à chaque fois 1h30 de CM, 1h30 de TD. Et les deux TD seront sur la même feuille que je vous donne aujourd'hui, qui porte sur les histoires de flow maximum, coupe minimum. Je vous ai dit, pour moi, c'est un thème important. Les flows, c'est un problème de modélisation puissant. Et du coup, on va y passer deux séances. Les deux dernières séances de TD, ça sera sur ça. Et en cours, on va faire aujourd'hui le problème du voyageur de commerce et des problèmes dérivés sur les graphes qui illustreront mieux, plus profondément que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, le paradigme de la programmation dynamique. Parce qu'on a quand même déjà vu deux algos dans le cours, si vous vous rappelez, qui parlent de programmation dynamique, qui utilisent la programmation dynamique comme approche. Est-ce que vous vous rappelez lesquels ce sont ? On a vu ça deux fois. D'abord dans l'introduction, dans le cours d'introduction, le tout premier cours qu'on a fait ensemble, je vous ai montré l'exemple de la programmation dynamique pour résoudre Fibonacci, pour calculer les termes de la suite, le nème terme de la suite de Fibonacci. Voilà. Et le deuxième exemple qu'on a donné, donc le truc de programmation dynamique pour Fibonacci, c'était la solution intermédiaire. Si vous vous rappelez, je vous ai proposé trois solutions. Une directe, on implémente la version récursive qui correspond à la définition récursive de Fibonacci. Ça donnait une complexité qui était exponentielle pour calculer le nème terme. Il y avait la programmation dynamique qui donnait quelque chose de linéaire, en grand taux de n. Et il y avait un truc sur l'exponentiation rapide, via des matrices, en l'occurrence, qui donnait du log n. Okay. Et on a vu aussi un exemple de programmation dynamique pour les plus courts chemins. Pour le cas des plus courts chemins toutes paires, on a fait un algo de programmation dynamique qui incorpore un par un les sommets qu'on peut utiliser comme sommets intermédiaires sur les chemins. Ça, c'était une approche programmation dynamique où on retenait ce qu'on avait comme plus court chemin jusqu'alors, lorsqu'on avait droit à ça comme sommet intermédiaire, et puis on rajoutait un sommet intermédiaire possible, et on réactualisait tous les plus courts chemins entre toutes les paires de nœuds. Donc ça, c'était le dernier qui s'appelle Floyd-Warshall. Et aujourd'hui, dernier exemple de programmation dynamique qui pour moi est un peu plus approfondi dans le sens où il va aussi nous faire toucher un peu mieux les questions de répartition entre espace et temps. Parce que pour moi, la programmation dynamique, c'est comme ça que je le vois, c'est un moyen d'investir de l'espace de stockage pour gagner du temps dans les calculs. Ok, ceci étant dit, commençons notre exploration. Donc il y a trois problèmes. Le premier problème que je vais vous présenter, on va parler toute la séance en fait du voyageur de commerce, et à la fin on parlera du cycle hamiltonien et du chemin hamiltonien dans les graphes. Le problème du voyageur de commerce, c'est pas vraiment un problème de graphe, mais vous allez voir que ça en est proche. Et à la fin, les deux problèmes très classiques du cycle hamiltonien, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, cycle hamiltonien et chemin hamiltonien dans les graphes, c'est des problèmes très classiques de graphes qui sont difficiles, NP complet. Et on va les résoudre directement par application du voyageur de commerce, même si ce n'est pas un problème de graphe, vous allez voir que ça en est proche et ça va nous permettre de résoudre des problèmes de graphe directement. On va dire le voyageur de commerce, c'est un peu le problème le plus difficile des trois, ou la version la plus forte du problème dans les trois. Les autres sont des déclinaisons simplifiées. Ok, alors qu'est-ce que c'est ce problème du voyageur de commerce ? L'entrée, c'est très simple, on vous donne un ensemble de n villes et une fonction de distance définie pour tous les couples de villes. Donc quand je dis distance, c'est pour donner une intuition. En fait, ça n'a pas à être une distance au sens mathématique du terme, c'est-à-dire que je ne lui demande pas de vérifier les inégalités triangulaires ou je ne sais quel autre truc. Par contre, c'est quelque chose de positif. Okay. Est-ce que ça peut être négatif ? Je ne sais même pas d'ailleurs. Si ça se trouve, ça peut être négatif, ça ne gêne pas, j'en sais rien. Oui, je pense que ça peut être négatif, ça ne gêne pas en fait. Donc pour nous, pour chaque couple, on va avoir un réel, on va dire positif pour... je vais dire ça pour assurer mes arrières, mais je ne suis pas sûr que ce soit absolument requis qu'il soit positif.
Donc vous avez un ensemble de villes et vous avez un ensemble de distances entre ces villes. Okay, donc ça veut dire qu'en fait, qu'est-ce qu'on vous donne? Ça c'est exactement, c'est une belle façon de dire la donnée c'est quoi? C'est une... C'est pas un, c'est une. C'est une matrice, exactement. C'est une matrice dans laquelle, moi, ce que j'ai, c'est mes villes, disons de C1 jusqu'à Cn. Ok. Pareil sur les colonnes. Et ce que j'ai dans la case CI, je vais la mettre d'une autre couleur. Ce que j'ai dans la case CI, CJ, CI, CJ, c'est justement la distance. Ici, je mets la distance entre la ville CI et la ville CJ. Pour rappel, distance qui n'a pas à être une distance mathématique, une distance d'un point de vue mathématique, donc je mets un nombre réel positif, comme je viens de le dire. Ok, donc voilà ce que c'est la donnée. Et qu'est-ce que c'est la question? La question, c'est de trouver un tour sur ces villes de longueur minimum. Un tour minimum, on appelle ça. Un tour, c'est quoi? C'est un ordre dans lequel on va visiter toutes les villes. Toutes. Donc, c'est une permutation. Dit de façon mathématique, c'est une permutation sur les villes, d'accord, qui est l'ordre dans lequel je vais visiter les villes. Par exemple, je peux commencer par C3, poursuivre par C5, venir à C4, C7, C1, etc. Je fais comme ça toutes les villes. Donc là, disons qu'il y en ait 7. Il me manque quoi? Il me manque au moins C2, 1, 2, 3, 4, 5 et C6. Okay, ça, ce serait un tour sur cette ville, par exemple. Okay, une permutation des 7 villes. Et la longueur du tour, ben, c'est la distance entre une ville, la somme des distances entre une ville et sa consécutive sur le tour. D'accord? Donc j'additionne cette distance entre C3 et C5, plus la distance entre C5 et C4, plus la distance entre C4 et C7, etc. Et il y a un petit terme de plus, vous voyez ici, c'est qu'en fait, je mets aussi la distance entre la dernière et la première. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un tour, comme son nom l'indique, il revient à son point de départ. Donc dans la permutation, vous avez une et une seule fois chaque ville, mais ça, c'est une façon pour nous, ça sera une façon de décrire un tour, c'est-à-dire qu'on considère que ça boucle, que de la dernière, je reviens à la première. Et ça, je le compte dans la longueur aussi. Donc je pars d'une ville, je visite toutes les autres et je reviens à la ville dont je suis parti. Okay. Et je passe une et une seule fois dans chaque ville. Bon, de toute façon, ça, c'est un petit peu induit par le fait que moi, je vais m'intéresser à un tour de longueur minimum. Donc, je n'ai pas intérêt à passer plusieurs fois dans la même ville, a priori. Puisque j'ai une façon directe, la distance est définie pour tout couple de villes. Donc, j'ai une façon directe d'aller d'une ville à l'autre. Ok. Non, par contre, c'est un peu idiot ce que je viens de dire. C'est pas vrai, en fait. Je pourrais très bien avoir intérêt à repasser par les mêmes villes, justement, si ça ne vérifie pas l'inégalité triangulaire. Si ce n'est pas une distance mathématique, d'aller directement d'un point à l'autre, ce n'est pas forcément plus court que de passer par un point intermédiaire. Donc je pourrais avoir un intérêt, je pourrais avoir envie de repasser par les mêmes villes, peut-être. Okay. Donc là, c'est fixé que non, parce qu'on passe une fois et une seule fois par toutes les villes. Voilà. Dans tous les espaces où l'inégalité triangulaire est vérifiée, c'est légitime, les tours minimums, de toute façon, n'ont pas envie de repasser 2 fois par la même ville. Et donc, moi, ce que je veux, donc, ce qu'on m'a donné en entrée, c'est un ensemble de villes avec les distances entre toutes les couples de villes. Et ce que je veux en sortie, c'est un tour minimum. Une permutation sur les villes qui me définissent un tour de longueur minimum. Okay. Donc, dit de façon un peu plus, peut-être, imagée, ce qu'on cherche, mettons, alors là, je fais la simplification, que mes villes, elles sont vraiment dans un espace euclidien, elles sont dans le plan. Ok. Donc, soit ça. Donc, ce que je cherche, c'est une façon de les visiter toutes et de revenir à mon point de départ, de passer par toutes une et une seule fois et de revenir à mon point de départ. Okay, c'est ça un tour.
Et moi, ce que je veux, c'est faire ça de façon minimum. Alors là, je ne vais pas être capable, je ne vais pas forcément me risquer, mais si je me risque, allez, je dirais que sur ce dessin, celui-là, il ne doit pas être loin d'être minimum. Ok. Je suppose que ça, c'est pas loin d'être l'optimal si je veux visiter toutes les villes une seule fois. Donc là, vous voyez qu'il y a vraiment une réalité géographique. En fait, je fais à peu près une ronde, quoi. Il se trouve que mes villes, justement, elles sont organisées à peu près sur une ronde. Mais vous avez des instances où il peut y en avoir partout dans le plan et c'est pas très clair les allers-retours que vous devez faire. Okay. Par exemple, là, peut-être le tour minimum, c'est comme ça. Mais si je commence à en rajouter plein de partout, des villes, là, ça va plus être très clair pour moi dans quel sens il faut visiter les trucs. Est-ce qu'il faut faire plutôt des allers-retours comme ça? Est-ce qu'il faut faire des ronds en spirale? Ça, on sent que ça va pas être très bon. Voilà. Ok. Donc c'est ça, le genre d'instance qu'on a. Okay. C'est ça le problème du voyageur de commerce. Au fait, je le dis parce que je vais peut-être l'utiliser sans le vouloir. Le voyageur de commerce, ça c'est le nom français, parce qu'on est en France. Mais c'est un problème internationalement connu. Et les gens internationaux, ils ne parlent pas trop français. Enfin, un peu peut-être des fois, mais ils parlent surtout anglais. Et ils appellent ça le TSP. Okay, d'ailleurs, ils n'appellent pas ça le TSP, du coup, ils appellent ça le TSP. Mais ça veut dire Traveling Salesman Problem. Le problème du voyageur de commerce. Traveling, je ne sais pas si mon accent est très fidèle. Traveling Salesman, c'est le type qui vend. Problème. Traveling Salesman Problem. Okay. Donc on le réfère souvent à ce problème comme étant le problème de TSP. Ok, application classique de ce truc-là, ben, c'est à peu près clair. En logistique, ils résolvent ce problème tous les jours. Dès que vous voulez faire une tournée, il faut justement vous demander, le camion il est quelque part, il va revenir le soir au même endroit parce que c'est le dépôt, et il faut vous demander dans quel ordre vous allez visiter les endroits où vous devez livrer. Okay. Donc c'est un problème qui se retrouve énormément dans l'optimisation des transports. Évidemment, un peu comme d'habitude, il se retrouve aussi souvent sur des versions déclinées, parce que dans la vraie vie, il y a d'autres contraintes. D'accord ? Par exemple, il y a peut-être dans les endroits que vous devez livrer, il y a peut-être des heures de livraison, où l'entreprise elle est ouverte ou pas. Ou alors il y a des gros clients et des petits clients. Les gros clients, il faut les servir en premier, sinon ils ne vont pas être contents si vous arrivez à 17h pour les livrer. D'accord ? Donc il y a d'autres versions du problème qui en pratique peuvent être intéressantes, qui sont des versions modifiées de ça, avec des contraintes supplémentaires. Et qui en général, quand on ajoute des contraintes, ça a tendance à devenir plus dur. Parce qu'on ajoute un peu une dimension au problème. Au lieu de s'intéresser par exemple juste à l'espace, on va s'intéresser à d'autres contraintes. Okay, mais ce n'est pas seulement en logistique en fait. Ça se retrouve, ce problème il est quand même assez fort parce qu'il pointe dans des endroits des fois un peu inattendus. Par exemple, je sais que c'est utilisé en électronique pour minimiser la quantité de câblage qu'ils mettent entre les composants dans les cartes. D'accord ? Des fois, ils ont une organisation un peu fixée spatiale des composants. Et il y a la question de les relier entre eux, s'ils sont en série, par exemple, un truc comme ça. Et pour minimiser la quantité de conducteurs qui vont utiliser entre les trucs, ça se ramène, pas tout à fait directement, mais ça se ramène à des problèmes de voyageurs de commerce aussi. Donc c'est un problème d'optimisation qui est quand même assez présent. Là, je vous l'ai déjà dit la dernière fois, donc là je refais le même effet de manche. C'est il y a 15 jours, vous avez peut-être oublié. Comme tout bon problème qui peut servir à quelque chose dans la vraie vie et qui sert à quelque chose dans la vraie vie, il est forcément... Il est difficile, exactement. Il est NP complet d'un point de vue de la complexité des calculs. Il n'y en a qu'un. La dernière fois, l'effet de manche, je vous l'ai fait avec le flow. Ce problème de flow, il est très utile dans la vraie vie pour modéliser plein de choses et il n'est pas NP complet. Donc lui, c'est une pépite. Mais en général... il ne faut pas trop en demander. Les problèmes les plus intéressants, ils sont NP difficiles à résoudre, malheureusement. Okay. Donc c'est le cas de celui-là. Alors quand je dis NP complet, c'est un raccourci. Vous savez que NP complet, normalement, on n'en parle que pour les problèmes de décision. Là, c'est un problème d'optimisation que j'ai présenté. Trouver la longueur minimum du tour. Mais derrière tout problème d'optimisation, c'est facile de le décliner dans sa version problème de décision, et c'est de celle-là dont je parle quand je dis qu'il est NP complet, c'est est-ce qu'il existe un tour de longueur inférieur ou égal à un truc fixé donné, d'accord, à 100. Voilà, ça c'est NP complet, de dire oui ou non. Il existe ou il n'existe pas. Et si vous savez résoudre le problème de décision de façon efficace, mettons de façon polynomiale,
Le problème d'optimisation, il n'est pas dur à résoudre de façon polynomiale. Vous faites une recherche, par exemple une recherche dichotomique. D'accord ? Vous demandez est-ce qu'il y a une solution inférieure ou égale à 1000, il vous dit non, mais vous demandez à 2000, etc. Voilà, en général, vous avez une borne supérieure, et puis après, une fois qu'il vous a dit oui, vous cherchez entre vos deux bornes, vous faites une recherche dichotomique, ça vous coûte même log de la taille maximale que vous pouvez espérer. Et ça, c'est des façons très faciles de résoudre le problème d'optimisation à partir du problème de décision. Donc, malheureusement, vu que le problème de décision, il est difficile, ça veut dire que le problème d'optimisation, il l'est encore plus. Ok, et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un algorithme, mais exponentiel quand même, pour le résoudre par la programmation dynamique. Il y a un truc que je dois vous expliquer, peut-être de suite, c'est le étoile. Le étoile, là, au lieu d'écrire grand O de 2 exposant n, ça, vous devez savoir ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est borné par une constante fois 2 à l'exposant n. Et quand on écrit grand O étoile, c'est qu'en fait, ce n'est pas une constante. C'est un polynôme en n. Pourquoi est-ce qu'on utilise ça ? Quand on fait des complexités exponentielles, en général, on se bat sur la base de l'exponentielle, parce que c'est elle qui guide la complexité. D'accord ? Si vous faites un algo en un polynôme fois 2 à l'exposant n, et que moi, par exemple, j'arrive à faire un algo en un polynôme, je ne veux pas savoir lequel, fois 1,5 à l'exposant n, c'est clair que asymptotiquement, cet algo il est meilleur. Okay, juste parce que la base est plus petite. Et même si vous faites un algo en 1.99, il est encore meilleur que celui-là à l'infini. Quel que soit le polynôme. Même ici, si le polynôme c'est n, et que là, le polynôme c'est n à l'exposant 100. Okay, donc d'un point de vue mathématique, en tout cas. D'un point de vue mathématique et asymptotique, la complexité, si la base elle est plus petite, elle sera toujours meilleure, quel que soit le polynôme qu'il y a devant. Donc voilà pourquoi on ne s'intéresse pas au polynôme qu'il y a devant. Et on l'absorbe en général dans cette étoile. D'accord ? On dit on va compter que la partie exponentielle du problème. Donc nous, on va faire un truc, mais j'expliciterai le polynôme dans le cas de notre solution à nous. Mais on va faire un truc qui est grosso modo en un polynôme fois 2 l'exposant n. Alors est-ce que c'est bien de faire ça ? Parce qu'en général, je vous avoue que les algos en 2 l'exposant n, c'est un petit peu les solutions naïves, ça, qui donnent des algos avec des exponentielles comme ça. Donc, comme toujours, si on veut savoir si ce qu'on propose, c'est bien, il faut avoir un point de comparaison. Okay ? Le point de comparaison, en algorithmique, un peu pour tous les problèmes, on l'a fait déjà pour d'autres trucs, mais vous pouvez le faire toujours, c'est de comparer à l'approche dite naïve, mais j'aime pas ce mot, l'approche naturelle, directe, ce qu'on appelle souvent l'approche brute force, pour résoudre le problème. Okay ? Le problème, il s'exprime d'une façon. Souvent, cette façon, elle se traduit directement par une tactique algorithmique. Par exemple, là, on vous demande un tour qui minimise un truc. On peut très bien essayer tous les tours, calculer le truc à minimiser pour chacun des tours, et choisir le tour qui a le truc le plus petit. Donc pour ça, il suffit d'énumérer les tours. Donc là, l'approche brute force, c'est ça. On ne cherche pas trop à réfléchir à la structure du problème. On dit on veut minimiser un truc sur les tours, on n'a qu'à essayer un par un tous les tours possibles. Toutes les permutations possibles sur les villes. Pour chacun, je calcule sa longueur et je garde celui qui réalise le minimum. Okay ? Approche très raisonnable où il n'y a pas beaucoup à réfléchir, mais qui peut-être ne va pas être très, très efficace. On va voir. Donc combien de temps ça prend de faire ça ? Là où le bas blesse, ce n'est pas de calculer la longueur, parce que si je vous ai donné la permutation de ville, calculer la longueur, c'est juste aller consulter la distance entre deux villes consécutives sur le tour. Ça, c'est en temps constant. Donc en fait, calculer la longueur du tour, si je vous ai donné la permutation, vous le faites en grand O de n. Vous n'avez qu'à aller faire n requêtes de distance dans la matrice que je vous ai donnée. Okay ? Donc ça va. Garder celui qui minimise le truc, évidemment, j'ai qu'à retenir dans une variable quand je parcours mes tours un par un. Donc la question, c'est en combien de temps je peux énumérer tous les tours, toutes les permutations sur les villes. Eh bien, on va voir. C'est quoi une permutation sur les villes ? Il faut faire quoi pour en former une ? Comme toujours, pour les compter, il faut avoir un processus équitable pour les former toutes. Pour les former toutes, une et une seule fois. Ou à la limite, toutes 2 fois, et je diviserai par 2 après. Donc moi, je veux compter combien j'ai de choix pour la première ville ? N. Ok. Donc N, donc j'avais appelé dans ma définition du problème, c'est C pi 1, celle qui est en position 1.
J'ai n choix. Pour CPI2, j'en ai combien? J'en ai n-1 du coup, parce que j'en ai déjà pris une. Pour CPI3, j'en ai... Ouais. Pour CPI3, j'en ai n-2, etc. Jusqu'à CPI de n, où j'en ai plus qu'un, parce que c'est la seule ville qui reste. Okay. Donc du coup, j'ai n choix pour ça, fois n-1 choix pour la deuxième, fois n-2, etc. Vous l'avez vu venir, en tout cas toi tu l'as vu venir de suite, ça c'est exactement factoriel n. Okay. Donc nombre de tours, nombre de permutations, je vais le dire comme ça, parce que c'est comme ça que vous devez le connaître ou le retenir, nombre de permutations sur n éléments, ça c'est un truc connu en maths que je vous refais là, c'est factoriel n. Ok. Eh bien, vous pouvez essayer les factoriels n tours un par un. Donc du coup, ça donne une complexité, en effet, de factoriel n. Donc comme ça prend n pour chaque tour de calculer la longueur, comme on l'a dit, il y a factoriel n tours à essayer. Chacun, j'ai sa longueur en haut de n. Au total, j'ai une complexité de n fois factoriel n. Okay. Bon. Est-ce que c'est grand ? Et moi, je vous ai promis qu'on allait faire un algo en 2 à l'exposant n. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est un peu mieux, beaucoup mieux, moins bien? Il faudrait quand même le vérifier. Donc on va regarder ça. Donc j'oublie un petit peu le n là, parce que de toute façon, je ne sais pas trop quel est le polynôme qui sera devant ça non plus. Ce que je veux comparer, c'est factoriel n avec 2 exposant n. Je veux savoir comment ils se comparent les deux. Est-ce que vous avez des connaissances sur la taille de factoriel n? C'est ça que je voudrais que vous reteniez aujourd'hui, c'est quelle est la taille de factoriel n par rapport à 2 à l'exposant n. Alors, il y a une façon très, très basique de retenir que très certainement factoriel n c'est beaucoup plus gros, d'accord? Parce que regardez, bon ok, quand je fais factoriel n, je multiplie tous ces trucs ensemble. Quand je fais 2 à l'exposant n, c'est pareil, sauf que j'ai que des 2. Donc là, ça ne grossit pas. Ok, là j'ai 2 fois, bon, ok, le 2 contre le 1, c'est peut-être pas équitable, mais ensuite 2 contre 2, 2 contre 3, 2 contre 4, d'accord? Donc bien sûr que ça, c'est beaucoup plus gros. À la fin, je multiplie par n au lieu de multiplier par 2. Là, c'est pas du tout constant, alors que là, c'est constant. Donc factoriel n, a priori, c'est beaucoup plus gros. Mais d'un point de vue mathématique, est-ce que vous savez dire quelle est la taille de factoriel n? L'exprimer en fonction d'une autre fonction plus simple, qu'on connaît mieux, ou qui, je sais pas, qui ressemble à 2 exposant n, ou qui... c'est vrai qu'on peut dire juste la taille de factoriel n, c'est la taille de factoriel n, et puis basta, c'est déjà un truc basique, factoriel n, quelque part. Mais on peut le rendre plus basique. Ou en tout cas, il y a une autre fonction mathématique qui se rapproche de factoriel n et qui est peut-être plus parlante. En tout cas, il y a quelqu'un dans l'histoire des maths qui s'est donné du mal pour que vous n'ayez pas à le déterminer vous-même, mais il faudrait que vous connaissiez l'ordre de grandeur qui en résulte. Ça, c'est utile. C'est Stirling. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'équivalent de Stirling? Non? Bon. Eh bien, du coup, vous allez en entendre parler aujourd'hui. Factoriel n, d'un point de vue mathématique, c'est exactement équivalent à ce truc horrible. Okay. Alors, ce truc, il est horrible, mais il est exact. Quand on dit équivalent, là, au niveau mathématique, ça veut dire vous faites le rapport entre les deux, vous faites tendre n vers l'infini, ça tend vers 1. Pas vers 1,3 ou vers 2. Ça tend vers 1. Okay. Donc, à l'infini, factoriel se comporte exactement comme ça, d'un point de vue multiplicatif. Vous faites le rapport entre les deux, ça tend vers 1. En fait, si vous devez retenir ça, vous sentez bien que vous n'allez pas le retenir. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais retenu, en tout cas. Par contre, ce que j'ai retenu, c'est la fin. C'est que là-dedans, il y a quand même caché un n à l'exposant n. Un petit peu pondéré par d'autres trucs. Il y a une racine de 2πn qui est dérisoire, mais surtout, il y a une correction divisée par e à l'exposant n. Mais en fait, ce n'est pas trop important, cette correction. Bien sûr, à l'exponentielle, ça peut paraître énorme. Mais en fait, là, cette formule, elle dit surtout que factoriel n, il est un peu du même ordre que n à l'exposant n, qui, pardonnez-moi du terme, défonce un peu le constante à l'exposant n.
D'accord ? Justement parce que je vous ai montré sur la page d'avant qu'il y en a un qui est constant dans les multiplications, et puis il y en a un où le truc par lequel je multiplie, il est pas constant en fonction de n. C'est n fois n fois n fois n fois n. Bon, ça, c'est énorme quand n tend vers des grands nombres. Ok, donc factoriel n, c'est bien plus gros. Si on veut dire à quel point c'est plus gros, vous savez que j'aime bien faire une petite application numérique pour qu'on s'aperçoive de ça. Donc si je veux comparer, par exemple, n à l'exposant n contre 2 à l'exposant n, à quel point c'est plus gros et à quel point ça croît vite par rapport à 2 exposant n. On pourrait, par exemple, faire l'application numérique. À mon avis, j'arriverai bien à la faire pour n égale 20, qui est déjà un tout petit truc. Hein. Donc là, je vais regarder l'écart entre les deux pour une toute petite valeur de n. Vous allez voir que l'écart, il est énorme, en fait. Donc 2 à l'exposant 20, ça fait combien ça? En bon informaticien, ce que vous aimez, c'est 2 à l'exposant 10. Parce que 2 à l'exposant 10, vous savez que ça fait à peu près 1000. C'est 1024. D'accord ? Donc ça, c'est 1000 à l'exposant 2, ça fait à peu près 1 million. Alors que 20 à l'exposant 20, c'est pareil, justement. Alors, je vais retrouver peut-être mon... Ouais, 20, c'est 2 fois 10. Donc, du coup, ça me fait 2 à l'exposant 20 fois 10 à l'exposant 20. Et ça, le 2 à l'exposant 20, je viens de le calculer. C'est exactement mon truc auquel je veux comparer. Donc, en fait, c'est ça 2 fois... 20 à l'exposant 20, c'est ça 2 fois plus gros que 2 à l'exposant 20. Et ça c'est combien ça? 10 à l'exposant 20, c'est 1 avec 20 zéros. 20 zéros, c'est un peu comme 2 fois 9 plus 2. Parce que 9 zéros, moi je sais que ça c'est 1 milliard. D'accord? Donc en fait, c'est 2 fois 9, ça fait 18, plus 2 zéros. Donc ça veut dire que ce truc-là, c'est 100 milliards de milliards. Le M avec une barre, c'est ce que j'appelle million, et le M avec deux barres, c'est ce que j'appelle milliard. Donc c'est 100 milliards de fois plus gros que 2 exposant 20. Okay, donc déjà, pour n égale 20, qui est une toute petite valeur, 20 à l'exposant 20, c'est 100 milliards de fois plus gros que 2 à l'exposant 20. Du coup, si vous, avec votre algo en 2 à l'exposant n, vous arrivez à calculer en une semaine la réponse pour une instance de taille 20, si vous voulez la calculer avec un truc qui est de complexité n à l'exposant n, il vous faudra attendre pas une semaine, mais 100 milliards de semaines. Pas tout à fait la même échelle de grandeur. D'accord ? On passe très vite du réalisable au non réalisable. Ok, donc tout ça, un peu racoleur pour vendre mon algo, puisque je vais vous faire un algo exponentiel. On pourrait dire que ce n'est pas terrible, mais je vous montre qu'il y a quand même beaucoup moins bien. Je ne sais pas si c'est un argument de vente très fort, mais l'algo brute force, justement, c'est pour ça quand même que cet algo exponentiel est intéressant, c'est parce que l'algo brute force, il est beaucoup plus qu'exponentiel. Pourquoi ? Parce que contrairement à ce qu'on fait souvent, alors là on peut prendre un peu de recul, là souvent dans les problèmes d'optimisation, on cherche à trouver un ensemble de sommets optimal. Quand je cherche un ensemble, si je veux faire l'approche brute force, il faut que j'énumère les ensembles. Ça, le nombre d'ensembles, justement, c'est en 2 à l'exposant n. Le nombre d'ensembles sur le nombre de sous-ensembles d'un ensemble à n éléments. C'est 2 à l'exposant n. Et là, c'est beaucoup plus dur parce qu'on ne minimise pas sur des ensembles, mais sur des permutations. Et des permutations, il y en a beaucoup plus que des sous-ensembles. D'accord ? Donc là, on va arriver à ramener la complexité à 2 exposant n par la programmation dynamique. Et ça fera un bel exemple de voir comment ça marche la programmation dynamique. Même si on en a déjà vu, celui-là, je vous dis, il est plus complet, plus approfondi dans ce qu'il montre du mécanisme. Et puis il serait temps, parce que c'est quand même l'avant-dernier cours d'un cours qui a programmation dynamique dans le titre. Donc il faudrait qu'à un moment donné, on ait une idée claire de ce qu'on peut avoir par ce paradigme de programmation algorithmique et ce qu'on peut gagner et là où on y perd. Ok, donc factoriel n, il ne faut pas y penser, faire des algos en factoriel n.
C'est juste pour jouer. En fait, c'est pas pour jouer longtemps, parce que vous voyez que pour des n égale 10 ou 20, c'est fini, on ne peut plus calculer. Donc en fait, ça n'a pas d'intérêt, même d'un point de vue pour jouer avec des petites instances. Parce que de suite, par exemple, peut-être pour 10, il vous faut attendre 2 jours, ben pour 11, il vous faut attendre 4 jours. Enfin, pour 15, c'est pas faisable. Voilà, c'est tout, il faut attendre plus d'une année. D'accord. Ok, donc la programmation dynamique. On va du coup, avant de le faire, on va dire un petit peu quel est le principe, même si vous le connaissez un petit peu. Là, je vais l'énoncer dans des termes plus généraux et vous pourrez essayer de reconnaître dans ce qu'on va faire par la suite en quoi cette idée générale, elle s'applique. Donc l'idée générale de la programmation dynamique, déjà la programmation dynamique, ça a été introduit dans les années 50 par Richard Feldman, qui est quand même un grand monsieur de l'optimisation. Et c'est le même qui a fait l'algo avec Ford, Bellman Ford. Et donc, cette idée de la programmation dynamique, il faut voir qu'au fond, elle est vraiment bébête. L'idée, c'est juste qu'on va essayer d'être plus efficace en stockant dans une table tout ce qu'on a calculé pour ne pas avoir à le recalculer au cas où on aurait besoin de le recalculer. Donc le truc au cas où, c'est intéressant que s'il y a une formule de récurrence, c'est quand même sur ça que se base la programmation dynamique, s'il y a une formule de récurrence qui vous demande de recalculer certains trucs plus petits pour avoir le résultat pour un truc plus gros. Okay. Mais l'idée, c'est vraiment ça. C'est que si, par exemple, si on reprend le truc de Fibonacci, c'est très clair. C'est-à-dire que c'est idiot de jeter les résultats. Si je veux calculer le nème terme et que je le fais de façon récursive, c'est vraiment dommage. Ça devient exponentiel uniquement parce que je recalcule plein de fois les mêmes termes. D'accord. Je vais demander n-1 et n-2, mais dans le calcul de n-1, je vais encore demander n-2, n-3. Donc ça fait déjà 2 fois que je fais n-2. Et comme ça. Et en fait, il y a une redondance exponentielle dans ce qu'on calcule. Alors que si on retient dans une table tous les nombres de Fibonacci un par un, ça devient linéaire, il n'y en a que n à retenir. Donc ça peut vraiment faire gagner, passer d'un truc exponentiel à un truc linéaire, par exemple. C'est très puissant ce truc-là. Juste en retenant des choses que du coup je ne vais pas recalculer dans des appels récursifs, par exemple. Ok, donc c'est ça l'idée. Je stocke dans une table tous les résultats intermédiaires en espérant m'en resservir. Et je peux m'en resservir si mon problème, il a une formule de récurrence qui me permet justement de déduire à partir des résultats intermédiaires des résultats sur des trucs plus gros. Et qui deviennent tellement plus gros qu'à la fin, c'est le problème original tout entier. Donc nous, ici, polynomial, non, là je pense pas. Là. On ne va pas faire un temps de calcul polynomial. Ah oui, pardon, si, d'accord, la formule de récurrence, oui, il faut qu'elle soit efficace, c'est ça que je veux dire. Il faut qu'elle soit efficace, c'est-à-dire que ça se calcule en temps polynomial, une étape de la récurrence, et puis qu'on puisse faire ça sans stocker non plus trop de résultats intermédiaires, parce que les résultats intermédiaires, il faut quand même qu'on les écrive. Donc si la formule elle est efficace, mais qu'il vous faut stocker un truc super exponentiel de nombre de résultats, ben du coup vous allez quand même y passer un temps super exponentiel. Le gain par rapport à brute force, c'est très clair, c'est que comme on stocke, on ne perd pas de temps à recalculer des choses qu'on a déjà calculées. On ne va pas les recalculer plein de fois, c'est tout. Et là où on y perd, du coup, c'est ça que je voudrais quand même vous pointer aujourd'hui, on ne peut pas toujours tout gagner quand on fait quelque chose. En général, il y a une espèce d'équilibre qui se fait. On y gagne d'un côté, on y perd de l'autre. Où est-ce qu'on y perd là quand même ? Exactement, c'est qu'en fait, on est quand même obligé de les stocker, tous ces résultats intermédiaires. Et ça prend beaucoup de place, peut-être. Donc il faut s'inquiéter de ça. Donc là, nous, notre espoir, c'est qu'on va gagner en temps en stockant. En fait, l'idée, du coup, elle est vraiment simple et donc c'est comme ça. On va gagner en temps en stockant. On stocke tous les trucs pour ne pas avoir à les recalculer. La seule inquiétude qu'on peut avoir, c'est que peut-être il faut en stocker tellement que ça ne vaut plus le coup. Au bout d'un moment de les stocker, ça fait trop. Okay. Donc je gagne en temps en acceptant de sacrifier de la mémoire. Ok, on va voir comment ça se met en œuvre sur le cas du problème du voyageur de commerce. Est-ce que vous avez des questions sur l'approche générale de la programmation dynamique d'abord, ou sur ce que j'ai dit dans la première partie du cours? Non?
Du coup, on passe à la mise en œuvre sur le voyageur de commerce. D'abord, une petite remarque sur... moi, j'ai dit on va trouver une permutation sur les villes pour le voyageur de commerce. Donc, je me suis autorisé à choisir la première, la deuxième, etc. Donc, je choisis la ville de départ. Ça, c'est pas trop... ça colle pas trop à la réalité pratique, parce que comme je vous disais, l'exemple de tournée de livraison, le camion, il est quelque part. On ne peut pas le matin dire qu'on le téléporte sur la ville numéro I. D'accord ? Mais en fait, ça n'a pas du tout d'influence, puisque de toute façon, on va faire le tour. Donc on peut bien partir de n'importe quelle ville, vu qu'on fait le tour, ce même tour, on pourrait le faire en partant d'une autre ville. Il a exactement la même longueur. Okay ? Si vous faites le tour de toutes les villes de France en partant de Paris, ça a la même longueur que si vous faites le tour de toutes les villes de France en partant de Marseille. Si vous partez de Nice, peut-être c'est plus lent, parce que Nice, c'est très loin. Ah non, encore, ça marche. Si vous faites le tour de toutes les villes de France, de toute façon, on se moque. Voilà, je vous embrouille en faisant de l'humour mal placé. Si vous faites le tour de toutes les villes, en fait, d'où vous êtes parti n'a pas réellement d'influence. Okay ? Que vous soyez parti de là pour faire ça, ou que vous soyez parti de là, de toute façon, on est d'accord qu'au final, la longueur, c'est la même. C'est la longueur de cette boucle. Ok ? Voilà. Donc, ce qui est bien, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, il y a un degré de liberté de moins. Je peux fixer d'emblée la ville dont je pars. Okay ? Je peux fixer la ville dont je pars et essayer de calculer seulement les autres. Donc, moi, je vais choisir de façon arbitraire que je vais toujours partir de la première ville, de C1. Donc, je viens de changer le problème par je cherche le tour de longueur minimum qui part de C1 et qui revient à C1. Et pour faire ma programmation dynamique, je vais utiliser la définition suivante. Pour un ensemble S de villes, qui est un sous-ensemble des villes qui ne contient pas C1, mon point de départ. Pour un ensemble comme ça, de sous-ensemble de villes de C2 à Cn, et pour un CI qui appartient à cet ensemble, d'accord ? Donc, exemple, S, c'est, je sais pas moi, C3, C5, C8, et CI, c'est un truc de ces trois-là. Par exemple, je sais pas moi, C8. Okay ? Donc, je prends un sous-ensemble de villes et une ville CI qui est dans ce sous-ensemble. Je note opt de SCI la longueur minimum d'un parcours défini comme ça. Il commence en C1 comme tous les parcours qui m'intéressent maintenant. Il visite toutes les villes de S dans l'ordre qu'il veut, mais je lui impose de finir en CI. Ok ? Ordre libre, il visite le truc dans le truc qu'il veut, mais il finit en C8. Donc il part de C1 parce que ça je l'ai fixé pour tous les tours de façon définitive. Moi je lui impose de partir de C1, de finir dans le CI que j'ai choisi et d'avoir visité une et une seule fois tous les autres trucs de S, en sachant que CI dans la notation il est lui-même dans S. Okay ? Et c'est ça que je vais calculer dans ma programmation dynamique. Je vais calculer tous ces trucs-là. Ok. Donc la formule de récurrence. Mais d'abord, il faut voir que pour tous les S, donc est-ce que je suis capable de calculer tous ces trucs-là ? Donc voilà, attendez, on va le faire plus doucement. Je vais calculer tous ces trucs-là. Pourquoi est-ce que ça va résoudre le problème ? Si je calcule tous ces trucs-là. Pour tous les S et pour tous les CI dans S. Moi, je prétends que si on calcule, par la programmation dynamique ou par autre chose, toutes ces quantités-là optent de SCI pour tous les S et tous les CI dans S, alors c'est bon, on a gagné, on sait quel est le tour de longueur minimum. Pourquoi donc ? Alors, qu'est-ce qui va grossir là-dedans ? Quand je les calcule tous, qu'est-ce qui va grossir ? En programmation dynamique, on a dit, il y a quand même un truc qui grossit, il y a une espèce de formule de récurrence qu'on va expliciter dans le transparent d'après. Qu'est-ce qui est voué à grossir là-dedans ? C'est pas CI c'est une ville, c'est donc
Il n'y a que deux trucs, il y a CI et il y a S. C'est donc S qui va grossir. D'accord ? S, c'est un sous-ensemble de C2, Cn. Et donc il va y en avoir de plus en plus dans ce sous-ensemble. Je vais commencer par les sous-ensembles de taille 1, puis les sous-ensembles de taille 2, puis de taille 3, puis de taille, etc. Et donc à la fin, quand j'aurai calculé les trucs les plus gros, je vais avoir S qui vaut exactement toutes les autres villes que C1. Les villes C2 à Cn. Quand S va valoir exactement ça, je vais avoir le résultat pour le S comme ça, je vais l'appeler S fin, S final. Je vais avoir le résultat, donc je vais avoir opt de S final avec C2. Je vais avoir opt de S final avec C3. Je vais tous les avoir. Ce que j'ai dit, je vais calculer pour tous les couples SCI. Opt final de S fin, opt de S fin avec CN. Du coup, ça, c'est quoi ça là? J'en prends un là. Le opt, par exemple, S fin de C3. C'est un tour qui part de C1, qui visite toutes les villes de S fin. Mais toutes les villes de S fin, c'est toutes les autres villes. Donc en fait, le tour, il visite tout. Et il finit en C3. Donc ça, c'est la longueur optimale en fait d'un tour qui visite tout et qui finit en C3, c'est tout. Et là, c'est la longueur optimale d'un tour qui visite tout et qui finit en C2. Et là, qui finit en Cn. Okay, donc, alors, c'est pas tout à fait un tour, je dis un tour, mais c'est pas tout à fait un tour, là, c'est plutôt un chemin. Et du coup, l'optimal, je vais voir pas lequel est le plus petit directement entre ça, parce que là, il manque un petit truc, il manque le retour. J'ai fini en C2, mais il faut revenir en C1. Plus la distance de C2 à C1, pour revenir à C1 toujours, dont je suis parti, plus la distance de C3 à C1, plus la distance de Cn à C1. Et bien voilà, je calcule tous ces trucs-là, et je prends le minimum. D'accord ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver le min parmi tous ces trucs-là. Donc voilà pourquoi, si je calcule ça pour tous les couples, j'aurai bien la réponse au problème original. Pour tous les couples SCI, j'aurai bien la réponse au problème original. Ok, donc c'est ça notre but. Donc maintenant, on va se concentrer sur est-ce que j'ai une formule de récurrence qui va pour les grands S, va me donner la valeur de opt SCI en fonction des plus petits S. C'est ça la formule de récurrence qu'on cherche. Qui dit récurrence dit initialisation. Déjà, est-ce que pour les petits ensembles, taille 1, est-ce qu'on est capable d'avoir la réponse? Ben oui, ça c'est facile, parce que s'il n'y a qu'une ville dans S, CI c'est la seule ville de S, et du coup ma définition c'est, je prends un chemin qui part de C1, qui va à CI, et qui finit en CI, c'est tout, qui fait rien d'autre. Donc ça c'est exactement la distance de, alors là, moi je sais pas pourquoi il y a un I qui s'est transformé en J, mais ça c'est un I, ça. C'est exactement la distance de C1 à CI. Donc pour tous les S de taille 1, je sais déjà calculer opt de S de CI si la taille de S c'est 1. Okay, et c'est de là dont je vais partir. Est-ce que quand c'est 2, je peux la calculer en fonction de celle pour laquelle c'est 1? Est-ce que quand c'est 3, je peux la calculer en fonction de tout ce que j'ai calculé avant, etc. Alors la formule de récurrence, elle est là. Elle ressemble à ça. Donc maintenant, je me donne un S plus gros. Et je veux calculer la longueur optimum là, d'un tour qui visite tout S en partant de C1 et qui finit en CI. Et je vais dire, c'est le minimum. Alors, on y va, doucement. Cette formule de récurrence, comme toutes les formules, c'est jamais beau de rentrer dans une formule, et en fait, elles disent des choses très simples. Donc on va essayer de voir en quoi ce qu'elle dit, c'est vraiment simple. Donc moi, je me suis fixé mon point de départ, c'est C1, je ne peux pas le changer. Et je viens de choisir un sous-ensemble de villes S. Ça, c'est S. Et en plus de S, j'ai choisi un point de terminaison dans S que j'ai appelé CI. C'est lui. Donc moi, je veux savoir quelle est la façon la plus courte de partir de C1, de visiter tout S, en finissant en CI. Bon, je ne sais pas trop, mais je m'autorise à le déterminer en fonction de plein de trucs plus petits.
En fait, ce que dit simplement cette formule, c'est que, ok, je finis en CI, mais du coup, il y a une ville que j'ai visitée juste avant. D'accord ? Cette ville, elle est dans S, parce que dans S, là, il y a plus d'une ville, il n'y a pas que CI. D'accord ? Donc j'ai visité au moins une autre ville dans S. Ben, je discute selon toutes les autres villes de S, c'est tout. Donc je dis, ben, en fait, le mieux, c'est soit de partir de C1, de tout visiter. J'aurais pas dû le mettre là. Je visite tout jusqu'à CJ, qui est la dernière avant CI, et je fais CJ-CI. D'accord ? Et je regarde pour tous les CJ possibles. C'est quoi la meilleure solution ? Alors, si je dis que CJ, c'est là, je vais finir par là. C'est quoi le meilleur tour ? Peut-être c'est ça. Ok ? Ensuite, je vais dire, ben, maintenant, je décide que CJ, celle de juste avant CI, c'est plus là, c'est là. Là, on sent que ça ne va pas être top. Donc, je vais tout visiter avant d'aller à CI. Ok ? Et donc, elle dit quoi, ça, cette formule ? Elle dit juste, ben, la solution optimum, il y a une ville qu'elle visite avant CI. Moi, je l'appelle CJ. Voilà. Donc, c'est le minimum pour toutes les façons de choisir la ville d'avant, tel que je visite tout S moins CI, je ne visite pas CI, je finis en CJ, et ensuite, je fais le saut de CJ à CI. Okay ? Donc, en fait, là, c'est vraiment bourrin. C'est dire juste, on ne dit pas grand-chose, il n'y a rien de malin. On me dit, ben, c'est toutes les façons qu'il y a de terminer sur une autre ville que CI avant de sauter sur CI. Okay ? Est-ce que c'est clair pour vous cette formule de récurrence ? Parce qu'une fois que ça c'est clair, c'est fini. Tant que c'est pas clair, l'algo est un nuage de fumée. Est-ce que c'est clair ? Dites-moi que non. Qui n'a pas compris cette formule ? Je ne vois pas exactement d'où elle vient. Alors peut-être juste l'intérêt. Ok. Avant de comprendre d'où elle vient, l'intérêt, c'est que regardez là, je viens de me ramener à calculer opt d'un truc où le truc c'est 1 plus petit que ce que j'avais avant. J'ai enlevé une ville dans S. J'ai enlevé CI. Donc voilà pourquoi je viens de me ramener à un truc que j'ai déjà calculé, parce que j'ai calculé ça, moi, je vais faire grossir la taille petit à petit. J'ai calculé ça pour tous les S de taille K, et là je me demande, pour un S de taille K plus 1, ben je vois que pour un S de taille K plus 1, je viens de me ramener à un truc qui dépend de ce que j'ai calculé pour les S de taille K, parce que j'ai enlevé la ville CI dedans. C'est ça l'intérêt. Est-ce que vous avez compris du coup d'où vient la formule ? Simplement du fait que je discute, en fait c'est toujours ça, ces formules de récurrence, c'est toujours discuter sur toutes les façons possibles de décomposer la meilleure solution. Là, par exemple, on la décompose selon qu'est-ce qu'elle a visité avant la ville CI. Elle a visité un autre truc. Eh ben, du coup, c'est l'optimum pour arriver jusqu'à l'autre truc, plus le saut jusqu'à CI, de l'autre truc à CI. Et je discute selon toutes les valeurs de l'autre truc. Okay ? Plein de fois, ces formules de récurrence, ce n'est pas discuter selon toutes les valeurs d'un truc, ça peut être un peu plus simple, ça peut être discuté dans la solution optimum, il y a ce machin ou il n'y est pas. Okay ? Donc je calcule l'optimum avec le machin, je me force à passer par le machin, je l'exprime en fonction de ce que j'ai déjà calculé. Ensuite je dis non, je me force à ne pas prendre le machin dans la solution optimum, c'est quoi le mieux que je peux faire, je l'exprime en fonction de ce que j'ai déjà calculé, et ensuite je fais le min entre les deux. Voilà. Bon, donc vous ne voulez pas que je réexplique ça. C'est parce que vous pensez que de toute façon, même si je leur explique, je ne leur expliquerai pas mieux. C'est ça ? Non, c'est bon, c'est clair pour vous ? Allez, on avance alors. Du coup, ça c'est juste reprendre ce que j'ai dit sur le slide d'avant. Du coup, la réponse finale au problème, une fois qu'on a calculé pour tous les S, en fait, le S qui nous intéresse, c'est le S qui contient toutes les villes, sauf C1 qui joue un rôle particulier. Et je vais minimiser pour toutes les villes de fin. Et je fais, en plus, je ne termine pas sur cette ville CI, je refais le retour à C1. Donc je pars de C1. Je fais un truc optimum pour tout visiter et finir en CI. Et à la fin, je refais le retour de CI à C1. C'est ce terme-là. Ok, donc si j'ai calculé avec cette formule de récurrence-là, je vais calculer tous les opt de SCI pour tous les S et tous les CI en faisant grossir petit à petit la taille de S.
et du coup, j'aurai la réponse à mon machin, à mon problème. Et une fois qu'on a dit ça, c'est fini, il n'y a rien. Hein. L'algo, c'est écrire la phrase que je viens de faire. Je vais calculer ça pour tous les SCJ en faisant croître petit à petit la taille de S. C'est ce que dit cette enfilade de boucles. Donc d'abord, je fais l'initialisation. On vient de voir que lorsque S contenait une seule ville, je savais directement déduire la réponse, que vaut l'optimum. D'accord ? Donc l'optimum, quand il n'y a qu'une ville dans CI, ben, c'est forcément celle que je choisis pour terminer, et c'est exactement la distance entre C1 et CI. OK, je commence par ça. Et ensuite, je vais calculer J, c'est la taille de S. D'accord ? Pour tous les S, pour J qui va de 2 à N-1, N-1 parce que de toute façon j'ai exclu C1, donc la taille maximum de S c'est de 2 à N, les villes de 2 à N, donc c'est N-1. Pour J, pour la taille de S qui va de 2 à N-1, je vais faire pour tous les S, alors là on va compter après combien ça fait, parce que tous les ensembles, ça, comme on l'a dit, ça fait du monde, ça fait 2 exposants quelque chose. Okay, donc pour tous les S là-dedans, qui ont cette cardinalité, pour tous les sous-ensembles qui ont cette taille, je fais pour tous les CI dans le sous-ensemble que j'ai choisi ici, pour tous les CI de fin possible, je calcule l'opt de SCI avec ma formule de récurrence. C'est le minimum pour tous les CJ de ce que j'ai mis dans le slide d'avant. Voilà, la formule de récurrence, elle est là. C'est tout. Okay, donc elle suppose simplement que j'ai déjà calculé pour S la taille de S égale J-1, ce qui est vrai vu la structure du programme. J'énumère les S à taille croissante. Et pour un S de taille donnée, je me sers uniquement des S de plus petite taille pour calculer la réponse pour le S courant. OK, et à la fin, quand j'ai fini, moi ce qui m'intéresse, c'est S égale toutes les autres villes, et je prends le minimum pour N. Donc ça, j'ai un tableau, je parcours le tableau de opt de S, ce truc-là, là, et je prends le minimum de l'opt plus la distance pour revenir à C1. OK, c'est juste ça. Du coup, le programme, c'est implémenter la formule de récurrence. Et c'est toujours ça, la programmation récursive. C'est trouver la formule de récurrence. Après, l'implémentation, elle est triviale. Elle suit vraiment la formule qu'on a trouvée, quoi. C'est juste une boucle qui calcule la formule qu'on a trouvée pour tous les trucs pour lesquels on a besoin de la calculer. Oui. Pourquoi c'est J de 2 à N-1? J commence par 1 ou 0? Donc là, ça, J, c'est voué à être la taille du sous-ensemble S. Et S, si tu te rappelles, S, c'est un sous-ensemble de toutes les villes sauf C1. Donc en fait, il n'y a plus que N-1 ville. Donc attends, tu as raison, c'est un peu bizarre. Oui, non, mais c'est juste que j'ai déjà calculé pour les S de taille 1. Cette boucle-là, l'initialisation, c'est pour tous les S de taille 1. Donc moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est calculer pour les S de taille 2 et plus. Donc c'est pour ça que ça commence à 2. Et pourquoi ça finit par N-1? Parce que de toute façon, S ne joue que dans un ensemble de N-1 villes. Donc la taille de S, c'est au plus N-1. OK? OK. OK. Ouais, on peut rater un truc. On va voir si on a le temps. Si on a le temps, à la fin, on peut dérouler un exemple sur un truc très simple. OK. Analyse de complexité de l'algorithme. Donc les lignes 6 à 8. Pourquoi je parle des 6 à 8? C'est la formule de récurrence avec tous les CI dans S. Okay, les lignes 6 à 8, qu'est-ce que je dois faire là? J'ai un S de taille K, je pense, dans mon analyse. Ouais, pour un S de taille K. Je ne l'appelle plus J, je l'appelle K. Pour un S de taille K, je dois prendre toutes les villes de S et calculer un truc. Donc là, déjà, ça, je le fais K fois. C'est ce que je devrais faire? Je ne devrais pas faire ça. Je devrais faire un truc plus pédagogique. OK. Donc pour un S de taille K, ça, cette boucle-là, je vais la faire K fois.
Okay. Et à chaque fois que je passe dedans, calculer cette formule de récurrence, il y a quand même un minimum caché dedans. Je dois prendre le minimum pour tous les CJ, et les CJ, justement, il y a K-1 valeur possible. Okay. Donc là, des CJ, il y en a K-1. Donc moi, je fais K fois un truc qui me prend K-1, de calculer le minimum sur ce truc-là, d'accord ? Ça me coûte grand taux de K-1, de calculer le minimum. Donc grand taux de K. Et je le fais K fois, donc ça me coûte grand taux de K carré au total, les lignes 6 à 8. Grand taux de K carré. OK ? Combien j'ai d'ensemble S à considérer ? On va voir ça. Je parle pour une taille K fixée. Hein. Pour cardinal de S égale K, dans mes notations que j'ai prises pour analyser la complexité. Pour une taille de S égale K, je dois vérifier tous les sous-ensembles de taille K, pris parmi N éléments. Parmi N-1, pardon. Là-dedans, il y a N-1 éléments. Je dois former tous les sous-ensembles de taille K. Il y en a combien des ensembles de taille K ? K éléments pris parmi N-1 éléments. Il y a combien ? C'est une notation mathématique. Exactement. C'est les nombres de combinaisons. D'accord ? Et c'est on les note comme ça, souvent, en choisir K parmi N-1. Il y a peut-être une autre façon de les noter, je ne sais pas si vous connaissez. C'est la façon anglo-saxonne, en fait, où on met le K en bas et on met entre parenthèses. Okay ? Et on appelle ça... je me trompe toujours dans le sens. Okay. Je ne sais pas si c'est N choose K ou K choose N. N choose K. Ça, c'est N-1. Il y en a N-1, j'en choisis K. N-1 choose K. Nombre de combinaisons de K parmi N-1. Ok, très bien. Ouais. D'accord, c'était pas sur ça que je voulais venir, mais pourquoi pas. Ok. C'est beaucoup ou pas, ça, je sais pas, mais je vais, s'il vous plaît, je vais pas avoir à calculer ça uniquement pour les ensembles de taille K, mais je vais avoir à calculer ça pour les ensembles de taille 2, de taille 3, de taille 4, etc. Donc en fait, je vais devoir sommer ça pour K qui va de 2 à N-1. Et à chaque fois, on a dit, il faut que je paye pour chaque ensemble S, je vais payer K carré, je vais payer sa taille. Donc ça, c'est le nombre d'ensembles que je vais considérer dans mon algo, et à chaque fois, je vais payer K carré pour chacun d'entre eux. Donc la question, un peu, c'est ce que vaut cette somme-là. Je la majore à la louche. De toute façon, le K, il va de 2 à N, donc ça ne va pas être plus gros que N carré. Okay, donc je sors le N carré de là, et je me retrouve avec la somme de 2 à N-1, et ça, vous le connaissez, en tout cas, vous savez que c'est plus petit que la somme de K égale 0 jusqu'à N, et les nombres de combinaisons, tous les nombres de combinaisons sommés, de 0 à N, ça, vous devez connaître ça. C'est combien ? La somme de tous les nombres de combinaisons. Ben justement, c'est tous les sous-ensembles possibles. Le plus petit, c'est l'ensemble qui a 0 éléments. Le plus grand, c'est l'ensemble qui a tous les éléments. Et il y a tous les ensembles entre eux. Il y en a combien d'ensembles sur un ensemble à n éléments ? Non, pas n-1 sur 2. Ça, c'est le nombre de couples. Le nombre de sous-ensembles. Ça, vous devez connaître ça. C'est un peu comme les nombres de permutations, mais en plus simple. Tout informaticien doit connaître ça parce que la réponse, c'est 2 exposant n. Donc tout ce qui est en 2 exposant quelque chose, les informaticiens doivent toujours le connaître. Si vous vous en rappelez plus, comment forme-t-on un sous-ensemble de trucs pris parmi n-1 éléments ? Ben pour chacun, je décide si je le prends. Okay, le premier, je le prends ou pas ? Mettons que je le prends. Le deuxième, je le prends ou pas ? Comme vous voulez.
Oui, ok. Troisième. Non. M'arrange qu'il y ait des noms des fois. Ok. Donc pour chacun, je décide oui ou non. C'est binaire. Le premier, il y a combien de choix du coup? 2 choix, oui ou non. Le deuxième, 2 choix, oui ou non. Le troisième, 2 choix, oui ou non. Et j'ai ça combien de fois? Alors pardon, là j'allais jusqu'à n, pas jusqu'à n-1. Pour tous, j'ai 2 choix. Et je fais ça combien de fois? 2 choix fois 2 choix fois 2 choix, n fois. Donc ça me fait 2 à l'exposant n. Au final, là, en faisant tout ce calcul, j'ai été capable de majorer ma complexité par n carré fois 2 à l'exposant n. C'est ce qui est écrit là. N carré fois 2 à l'exposant n. C'est ce que je note, grand O étoile, en absorbant le polynôme en n dans l'étoile. Donc ça y est, on a réussi à faire notre algo en 2 à l'exposant n. Et on a expliqué que c'était beaucoup mieux que factoriel n au début par l'application numérique. On va s'intéresser à compter l'espace maintenant. Okay. Donc l'espace, c'est pareil, j'ai une série de tableaux, et le tableau pour un S donné, en fait on peut voir ça, c'est pas comme une matrice, mais oui, j'ai plein de tableaux, et en fait j'ai une case pour chaque couple, un S, un CI qui appartient à S. Alors ça en fait combien? Des couples comme ça. Ben, on vient de dire combien de S il y a. Il y en a grosso modo 2 à l'exposant n. Combien de CI? Ben, il y en a, pour un S de taille K, il n'y en a qu'un. Okay. Donc grosso modo en tout, je peux le borner en tout cas par ça, l'espace que je prends. Par n fois 2 à l'exposant n. Sauf que ça, c'est si je stocke tous les résultats intermédiaires. Ça va me prendre cet espace-là. Donc là, il y a un petit problème, c'est que l'espace, il est énorme quand même. Il est exponentiel. Ok, la complexité exponentielle en temps, on est content parce que c'est mieux que le factoriel, mais là, l'espace aussi, il est devenu exponentiel. Ça, c'est un peu un problème, parce que la mémoire, c'est quand même une quantité très limitée dans les ordinateurs. Donc si vous avez des algos avec une complexité spatiale exponentielle, ça va vite exploser et ça va vous limiter très fortement les instances que vous pouvez traiter. Alors moi, j'aimerais qu'on observe qu'en fait, ça, c'est un petit peu dommage de stocker tout. Est-ce que j'ai vraiment besoin de tout ce que j'ai calculé avant dans ma formule de récurrence? La formule de récurrence, elle donne la valeur pour un ensemble S de taille K en fonction des valeurs que j'ai pour des ensembles de quelle taille? K-1. Donc je me fous de K-2, de K-3, de tout ce qu'il y a avant. Moi, ce que je veux, c'est juste, j'ai besoin que des valeurs pour des ensembles de taille K-1. Donc je vais dégager au fur et à mesure tout ce qui est ce que j'ai calculé il y a longtemps. À un moment donné, je vais garder que la structure pour stocker les résultats de taille K et la structure où j'ai déjà stocké les résultats de taille K-1. Tout le reste, je libère la mémoire. Donc là, je vais en gagner un paquet de la mémoire. Ok? Bon, non, en fait, je ne vais rien gagner. Mais c'était une bonne idée, il faut l'essayer quand même. Je ne vais rien gagner, pourquoi? Parce que les nombres de combinaisons, ils grandissent tellement vite que la somme de tous les nombres de combinaisons, c'est une constante fois le dernier. Donc même si vous gardez que le dernier, que les ensembles de taille K, en fait, c'est aussi gros que la somme de tout ce qui précède. C'est comme les puissances de 2. Hein, d'accord? Vous regardez 2 exposant n, c'est pas beaucoup moins gros que la somme de 2 plus 4 plus 8 jusqu'à 2 exposant n. Parce que la somme de 2 plus 4 plus 8 jusqu'à 2 exposant n, ça vaut exactement, en gros, 2 fois 2 à l'exposant n. Parce que c'est 2 exposant n plus sa moitié, plus la moitié de ça,
plus la moitié de ça, et ça devient de plus en plus petit, de sorte qu'on n'arrive pas vraiment à 2 exposant n. Ça fait 2 exposant n moins 1. C'est le paradoxe de Xénon ou d'Achille avec la tortue. Là. La tortue, vous savez montrer ça, que la tortue, elle n'arrivera jamais à son point ou la flèche. La tortue, elle part d'ici, elle veut aller là, il y a 2 mètres. Okay, elle va aller 2 mètres plus loin. Bon, en fait, elle n'y arrivera jamais. Elle n'y arrivera jamais. Pourquoi ? Parce que pour y arriver, c'est un paradoxe de philosophie. Ouais. Pour y arriver, il faut déjà qu'elle aille à la moitié. D'accord ? Donc, elle va déjà aller elle va faire 1 mètre. Bon, ensuite, il lui reste 1 mètre à parcourir. Mais pour le faire, il faut déjà qu'elle aille jusqu'à la moitié. D'accord ? Donc, il faut encore qu'elle fasse un demi-mètre. Bon, super, elle a progressé, mais il faut qu'encore qu'elle aille jusqu'à la deuxième partie. Il faut qu'elle aille jusqu'à la moitié. Donc, en fait, elle a une infinité de points intermédiaires à passer. À chaque fois, elle se rapproche du but, mais elle n'y arrivera jamais. D'accord ? Mais donc là, c'est pareil. Quand vous sommez les puissances de 2, c'est ce qu'ils essayent de faire. D'accord ? Ils essayent d'arriver ensemble jusqu'à 2 fois 2 à l'exposant n, mais en fait, ils n'y arriveront jamais. Ils n'arriveront que jusqu'à 2 à l'exposant n fois 2 moins 1. Donc c'est un paradoxe philosophique qui montre l'impossibilité de se déplacer. Chaque fois que vous allez quelque part, vous faites ça. Ok. Donc le petit problème quand on veut faire ça, c'est que malheureusement, donc nous, la taille que ça va prendre, là, c'est un petit peu raccourci ce que j'ai dit. Le plus grand des C n-1k, c'est lorsque k vaut la moitié de n-1. Okay ? Et donc, il se trouve que malheureusement, ce truc-là, ça a aussi une taille comme 2 à l'exposant n, fois une constante. Okay ? Donc en fait, c'est bien, c'est une belle idée pour sauver, mais au plus gros de l'algo, donc les nombres de combinaisons, ils grossissent, ils grossissent, ils grossissent, ils grossissent. Au plus gros, ce que j'ai à stocker, c'est quand je suis au milieu, parce qu'après, il diminue. Ils grossissent, ils grossissent, ils grossissent, puis ils diminuent. Okay ? Donc au plus gros, là où j'ai le plus à stocker, c'est quand je suis au milieu. Et quand je suis au milieu, là, ici, pour le C n-1 sur 2, n-1, malheureusement, ce truc-là, il vaut aussi de l'ordre de 2 à l'exposant n. Donc c'est une belle idée, mais même en stockant que l'étape précédente, à un moment donné, je vais quand même stocker un truc qui est de l'ordre de 2 exposant n. Okay ? Voilà. Bah, et donc ça illustre un peu ce que je vous ai annoncé au début. C'est super, on a gagné en temps, mais on l'a payé en espace. Alors, il y a tous les cas de figure. Je ne prétends pas que ça, c'est l'exemple qui décrit toute la vérité absolue sur la programmation dynamique. Il y a tous les cas de figure. Vous pouvez gagner plus ou moins en temps en payant plus ou moins en espace. Mais il y a quand même toujours un peu un échange entre les deux. Okay. Bon, là, l'échange, il est favorable ou pas, d'ailleurs, pour vous ? On se dit, il coûte cher, quoi. Il coûte cher, parce que comme on l'a dit, 2 exposants n en espace, en fait, en pratique, vous ne pouvez pas vous permettre de payer ça. Vous explosez votre mémoire vive en 2 secondes, même votre disque dur, pour des n tout petits. Donc il est cher payé, mais en fait, si on regarde par rapport à ce qu'on a gagné en complexité temporelle, je trouve qu'on y a quand même gagné, parce qu'on a dit factoriel n par rapport à 2 exposants n, c'est énorme. Donc si vous voulez, en temps, si je fais une analyse un peu vraiment à l'emporte-pièce, en temps, on a économisé la différence entre factoriel n et 2 à l'exposant n, et en espace, on a payé 2 à l'exposant n. Ouais, mais du coup, ce qu'on a économisé, c'est de l'ordre de factoriel n, et ce qu'on a payé, c'est de l'ordre de 2 exposant n. Donc en fait, quelque part, on a quand même gagné plus de temps que ce qu'on a perdu d'espace. Le problème, c'est que l'espace, pour nous, c'est quand même plus limitant au final. Si vous ne pouvez pas stocker la donnée, vous ne pouvez pas la stocker. Oui, parce que du coup, quand on fait de l'algorithmique, on se focalise tout le temps sur le temps. Le temps de calcul. Mais en réalité,
L'espace, c'est une quantité plus critique que le temps. Sauf que souvent, il se trouve que dans les algos, l'espace, il est linéaire en fonction de la taille de la donnée, ou quasiment linéaire, d'accord? Des fois, c'est peut-être quadratique, mais c'est rare. Souvent, les algos, ils passent que du temps à calculer, ils n'ont pas besoin de stocker des trucs. Ouais, mais la programmation dynamique, c'est pas comme ça, justement. La programmation dynamique, on fait exprès de stocker pour gagner en temps de calcul. Et donc là, ça devient un problème. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Pas de questions? Alors, regardons, maintenant qu'on a fait tout ce travail à la sueur de notre front, regardons comment on peut en récolter les fruits gratuits, résoudre les deux problèmes de graphe que j'avais annoncés au début. Le cycle hamiltonien et le chemin hamiltonien. C'est quoi la définition du problème? Dans le cycle hamiltonien, on a comme donnée cette fois un graphe. Un graphe vraiment plus basique que vous pouvez imaginer. Mettons pas orienté, pas de boucle, pas d'arête multiple. Un graphe sans poids, sans rien. Un cycle hamiltonien dans un graphe, c'est juste ça. C'est un cycle simple qui contient tous les sommets du graphe. Dit autrement, c'est un cycle qui passe une seule fois par tous les sommets du graphe. Okay. Donc un cycle hamiltonien dans un graphe, je ne sais pas moi, et je prends un graphe comme ça. Il ne va pas être trop hamiltonien, lui aussi il est bien hamiltonien. Si je rajoute ça, ça va peut-être être plus dur. Si, celui-là, il est hamiltonien. Hop, comme ça, paf. Ça, c'est un cycle hamiltonien. Je suis passé dans mon cycle simple. Je ne m'autorise pas à repasser plusieurs fois par des sommets. Je passe une seule fois par les sommets, mais je visite tous les sommets. C'est un cycle hamiltonien. Le problème du cycle hamiltonien, c'est un problème de décision. Existe-t-il, oui ou non, un cycle hamiltonien dans le graphe que je vous ai donné? Je vous donne un graphe, je veux savoir si vous pouvez trouver un cycle qui passe une seule fois par tous les sommets. Simple et qui visite tous les sommets. Et vous, la réponse, vous dites oui s'il y en a un, vous dites non s'il n'y en a pas. Ok. On va faire un algorithme pour ça. Moi, je vous propose de faire la chose suivante. Je veux réutiliser gratos les résultats sur TSP, le problème du voyageur de commerce. Donc, ce que je veux faire, c'est une réduction. C'est me ramener. Réduction, ça veut dire ça. C'est-à-dire se ramener au problème du voyageur de commerce. Donc, moi, je veux que... Je vous donne un graphe. Je veux que vous utilisiez le problème du voyageur de commerce. Donc, je voudrais que vous transformiez le graphe que je vous ai donné en une instance du voyageur de commerce, que vous résolviez le voyageur de commerce sur cette instance, et qu'en fonction du résultat que vous ayez obtenu, vous répondiez à la question qui, moi, m'intéressait, de savoir si le graphe que je vous ai donné au départ a un cycle hamiltonien. Donc, il y a 3 étapes. Les seules choses à déterminer là-dedans, c'est comment je transforme mon instance et en quoi, ce qui est très relié, en fait, ça, on s'en fout un peu, c'est en fait, en quoi la réponse sur l'instance transformée correspond avec la réponse sur le problème original sur le graphe. Donc moi, je veux résoudre mon histoire de est-ce qu'il existe un cycle hamiltonien en utilisant le voyageur de commerce sur une instance bien choisie que j'obtiens à partir de mon graphe de départ. Alors, vous me proposez quoi? Donc voilà le graphe que je vous ai donné au départ, par exemple. Comme tout à l'heure, un peu. Ça, c'est G. Je veux savoir s'il y a un cycle hamiltonien. Moi, je voudrais que ça, vous me le transformiez en une instance de TSP. TSP, il y a combien de sommets là-dedans? Il y en a 6. Ok. Donc une matrice 6 par 6. Je vais les numéroter, une fois n'est pas coutume, en partant de 1. Alors, comment je fais cette transformation? Est-ce que vous avez des idées? Exercice. C'est pas sorcier, c'est pas incroyable à trouver. Je pense que vous pouvez tous avoir l'idée
de comment résoudre la question de trouver un cycle par résoudre un problème de tour de longueur minimum dans un voyageur de commerce. Oui? On met le poids des arêtes qui existent à 0 et on met le poids des arêtes qui n'existent pas à 1. La phase de distance. Ouais, dit comme ça paraît pas mal. J'avais pas pensé à le faire exactement comme ça. Attends, si tu les mets à 0, ouais, je pense que ça doit marcher, ça, t'as raison, ça doit marcher. Moi, mon idée, c'était, peut-être que je suis un petit peu orienté, c'était, je voulais mettre à 1 les arêtes qui existent et à l'infini celles qui n'existent pas. Mais je pense que 0 et 1, ça doit faire l'affaire. Donc, par exemple, entre 1 et 2, du coup, on mettrait 0. Ok. Alors, j'ai pas dit, c'est quand même la distance, là, quand même, elle était symétrique à la distance qu'on avait au départ. Donc, on peut la renseigner que dans la partie supérieure. Donc, entre 1 et 2, tu dis c'est 0. Entre 1 et 6, c'est 0, par exemple. Voilà. Entre 6 et 5, c'est où? C'est où 6 et 5? C'est là. C'est 0. Entre 2 et 5, c'est 0. Entre 2 et 3, 0. Entre 3 et 5, c'est 0. Entre 3 et 4, c'est où? J'aurais dit là, mais non, c'est là. Entre 3 et 4, c'est 0. Et tous les autres, je les mets à 1. Ok, ça marche. Ça me paraît bien. Et du coup, comment est-ce que tu vas interpréter? Donc, on fait ça. On transforme l'instance comme ça. On résout le problème du tour minimum. Comment est-ce que je réponds oui ou non à il existe un cycle hamiltonien en fonction de la longueur du tour minimum que j'ai trouvé? Si le tour minimum est supérieur à 1, ouais. qui prend une adresse impossible par un cycle hamiltonien, ça veut dire qu'il voilà. Il n'y a pas de cycle. Donc, je vais encore noter opt la réponse au TSP. Donc, si opt est strictement positif, ça veut dire qu'il a pris des arêtes qui n'existaient pas. Ok. Du coup, ça veut dire qu'il n'existait pas de tour plus petit. Donc, il n'existait pas de tour de longueur 0. Donc, si opt est strictement positif, je réponds non, il n'existe pas de cycle hamiltonien, puisque le plus petit tour là-dedans, il est obligé d'utiliser des arêtes à 1 qui n'existent pas. Et si opt est égal à 0, ben là, justement, la réponse d'un tour là-dedans de longueur 0, c'est qu'il a fait que prendre des arêtes qui existaient. D'accord? Et du coup, là, je réponds oui. Ben voilà la transformation. Okay? Donc la transformation, et puis comment j'interprète la réponse. Très bien, ça marche. Du coup, quelle est la complexité de ça? Ben, pas grand-chose, parce que la transformation, passer du graphe à la matrice, c'est combien? Le graphe, il a taille n plus m, on vous l'a donné par la liste d'adjacence. Vous allez le mettre dans la matrice. La matrice, elle a quelle taille? Elle a n fois n, donc n au carré. Donc ça, c'est de taille n plus m, ça, c'est de taille n au carré. Et il suffit de lire la donnée pour le reporter comme il faut là-dedans. Donc en fait, le temps, c'est le temps de remplir toute la matrice. En fait, ce qui prend du temps, c'est pas de mettre les zéros, c'est de mettre les 1 partout où il n'y a pas d'arête. Ça, c'est sûr que ça va me prendre un temps n carré en tout. Donc au final, ça c'est n carré pour la transformation. Et si je réutilise l'algo qu'on a utilisé ici, eh ben, je me retrouve avec du coup la même complexité totale pour le problème du voyageur de commerce. Okay. En fait, quel que soit l'algo que j'ai utilisé, quel que soit l'algo que vous utilisez pour le voyageur de commerce, de toute façon, la complexité totale de ce truc-là, c'est exactement la complexité de ça, puisque ça, on a dit, ça ne peut pas être polynomial. Enfin, sauf si vous êtes dans un cadre ou sur des instances particulières qui ont plus de structure que les instances normales. Mais sinon, ça ne peut pas être polynomial. Et donc là, comme vous ne payez qu'un temps polynomial au début, vous savez que le bottleneck, il est là. C'est ça qui coûte le plus cher. OK. Mais je vais faire pareil, mais chemin hamiltonien. Chemin hamiltonien, c'est vraiment le même problème. C'est simplement, cette fois, un chemin hamiltonien.
c'est un chemin simple qui contient tous les sommets du graphe, c'est-à-dire que je ne suis pas obligé de retourner à mon point de départ. Et ça change pas mal de choses quand même. Okay. Par exemple, celui-là. Est-ce qu'il a un chemin hamiltonien? Oui. Ça, c'est un chemin hamiltonien. Est-ce qu'il a un cycle hamiltonien? Ben non, parce qu'une fois que vous êtes allé là-bas, vous ne pouvez pas revenir sans repasser par le même endroit. Okay. Donc celui-là, il a un chemin hamiltonien, mais il n'a pas de cycle. Donc on répond un peu plus souvent oui au chemin. Par contre, si on répond oui au cycle, c'est sûr qu'on répond oui au chemin. Parce que le cycle, vous enlevez la dernière arête, ben voilà, c'est un chemin hamiltonien. Okay. Donc un chemin hamiltonien, c'est juste que le chemin, il n'est pas obligé de revenir au début, et ça fait un peu moins de contraintes. Donc pareil, même question, je vous donne un graphe en entrée, je veux savoir s'il existe un chemin hamiltonien. Oui ou non. Comment vous faites? Moi, ce que je voudrais, c'est faire une réduction en se ramenant à cycle hamiltonien. Comment est-ce que vous faites pour vous ramener? Donc en fait, ce problème, il est plus facile à résoudre que le problème du cycle hamiltonien. Comment? Trouvez-moi une idée brillantissime et simplissime, de toute façon c'est la même chose, pour vous ramener du problème du chemin hamiltonien au problème du cycle hamiltonien. Donc là, dans les deux cas, je vous ferai remarquer que la donnée est un graphe. Il n'y a plus d'histoire de matrice au milieu. Donc je vous donne un graphe G. Je voudrais que vous me le transformiez en un graphe G', tel qu'il y a un rapport clair entre la réponse à cycle hamiltonien ici avec la réponse à chemin hamiltonien ici. Chemin hamiltonien, cycle hamiltonien. Comment faire pour transformer et que j'ai directement la réponse? Si on ajoute un sommet Ouais. et qu'il y a un cycle hamiltonien à partir de ce nouveau sommet, si on ajoute un sommet du coup qui est connecté aux deux dont Ouais, c'est très bien ça. aux deux sommets dont on cherche à voir s'il y a un chemin entre eux, on Alors, en connecte un aux deux. Oui. S'il y a un cycle hamiltonien à partir de ce sommet, Oui. ben ça veut dire qu'il y a un chemin hamiltonien à partir des deux sommets auxquels on les connecte. Et l'inverse est vrai. Si tu as un chemin hamiltonien à partir des deux sommets dans le graphe où tu n'as pas rajouté ton sommet encore, quand tu rajoutes ton sommet qui voit ces deux-là, alors tu as un cycle dans le graphe que tu as rajouté. Juste petit problème, c'est qu'on ne sait pas quel est le point de départ et le point d'arrivée. Ils ne sont pas fixés dans le problème du chemin. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Ton nouveau sommet que tu rajoutes, tu ne vas pas le relier qu'à deux, à tout le monde. Okay. La transformation qui est faite comme ça, elle marche complètement. Donc si je suis parti, moi j'efface déjà, ouais, comme ça. Donc si je suis parti d'un graphe, comme ça, mettons, je vais simplement rajouter un sommet. Donc je rajoute un sommet factice relié à tout le monde. Et là, le petit raisonnement que votre camarade a fait, c'est pour dire que s'il y a un cycle là-dedans, cycle hamiltonien, bon, comme tout à l'heure, le cycle, je peux le voir, le point de départ où je veux. Donc ça veut dire qu'il y a un cycle qui passe par tout le monde, en particulier par lui. Donc quand j'enlève, donc quand il passe par lui, il passe par deux de ces arêtes-là. Quand j'enlève deux arêtes-là, ça me donne un chemin dans le reste. Donc s'il y a un cycle hamiltonien là-dedans, il y a un chemin hamiltonien dans celui-là. Okay. Cycle ici implique chemin hamiltonien ici. Cycle hamiltonien ici implique chemin hamiltonien ici. Et l'inverse. Si vous avez un chemin hamiltonien ici, ben oui, vous avez un cycle ici, parce qu'un chemin hamiltonien, il part de quelque part, il arrive quelque part d'autre, et vous le finissez en cycle en faisant tac-tac. Okay. Donc s'il y a un chemin hamiltonien là-dedans, ben, il y a un cycle hamiltonien là-dedans. Donc là, c'est vraiment carrément équivalence. Il n'y a rien à faire pour transformer la réponse. En fait, il y a un cycle hamiltonien là-dedans, si et seulement si il y a un chemin hamiltonien là-dedans. Il y a juste à transformer le graphe. Ok. Du coup, la question, c'est comme tout à l'heure, c'est juste quelle est la complexité de la transformation. Donc ici, juste pour enfoncer le clou,
Ici, il n'y a rien à faire pour la réponse. Si c'est oui, je réponds oui. Si c'est non, je réponds non. Pas de contradiction. La question, c'est juste combien ça me coûte de rajouter un sommet. Il faut rajouter dans les adjacences un nouveau sommet avec un identifiant 1 de plus que ce qui existait avant et qui contient tout le monde dans sa liste. Ça, c'est très facile. Ça coûte grand O de n. Et du coup, comme d'habitude, le bottleneck, c'est vraiment de résoudre le cycle hamiltonien. Donc, si vous résolvez cycle hamiltonien, avec un surcoût de précalcul de grand O de n, vous résolvez chemin hamiltonien. Donc, c'est deux problèmes qui sont à la fois très proches, et cycle, il est un peu plus puissant. Est-ce qu'on peut ramener cycle hamiltonien à chemin avec un prétraitement polynomial? Dans l'autre sens. Est-ce que si je veux résoudre cycle, je peux me contenter de résoudre chemin? À part s'il y a un sommet connecté à tous les autres, c'est pas grave. Je suis pas sûr. Disons que si on pouvait fixer justement les points de départ du chemin, on pourrait demander pour tous les couples. D'accord? On pourrait faire n carré fois l'algo de chemin. Pour résoudre le cycle. Mais dans l'autre sens, je ne suis pas sûr. Bon. Question ouverte pour vous. Et on va s'arrêter là, du coup, pour le cours d'aujourd'hui. On va faire une pause d'1 quart d'heure et on reprendra en TD.